Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Héloïse Doyen, euh, assistante communication et événementielle au sein de la CEMMES Technopole et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette matinale d'expertise animée par Christophe Albanese qui va nous présenter comment générer une dynamique positive de croissance dans vos entreprises. Avant de lui céder la parole, j'aimerais vous parler de notre application, notre web application MyRéseau que vous pouvez télécharger grâce au QR code qui s'affiche sur vos écrans. Sur cette application, vous allez retrouver l'agenda des rencontres organisées par nos clubs et réseaux partenaires, ainsi que des actualités du numérique, de la création, également des zooms sur l'actualité de la communauté MyRéseau, comme des nouvelles présidences, des événements exceptionnels. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit mot. Voilà. Christophe, je vais te nommer animateur pour que tu puisses prendre le relais. Ok, merci Héloïse. Voilà, c'est tout bon normalement. Ok, merci. Bonjour, bienvenue et merci de votre présence. Je veux parler aujourd'hui effectivement d'entreprise, de croissance et je vais communiquer avec vous une question que je me suis posée depuis longtemps. Je vais d'abord me présenter et puis je vous parlerai de l'entreprise ensuite. Qui était comment est-ce qu'on fait pour équilibrer une structure, une dynamique sociale dans une entreprise? Sous-entendu, c'est mince, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise dysfonctionne? Alors moi, je suis Christophe Albanese, je suis dirigeant de la société Brightup, qui est une société de conseil en stratégie d'entreprise et en management. C'est un terme un peu creux, mais pour résumer, pour parler de façon plus pragmatique, mon rôle, c'est de mettre de l'ordre là où il y a du désordre, et principalement dans les entreprises. Je suis économiste de formation et très intéressé par tous les systèmes humains. C'est-à-dire que mes premiers métiers ont été d'accompagner les entreprises dans leurs difficultés de trésorerie. J'ai travaillé dans les banques et j'ai eu à accompagner les TPE et les PME pour leur trouver des solutions de financement, que ce soit à court terme, à long terme, sur les investissements. Et j'ai pu constater que bien souvent, les problèmes de trésorerie court terme n'étaient pas dus à des problèmes conjoncturels, mais à des problèmes internes, que ce soit structurel ou fonctionnel. Deux écueils que j'ai pu observer. Je dis bon, ok. Et je me suis pris au jeu et j'ai été un peu plus dans le détail. De l'économie, j'ai travaillé sur l'administration des entreprises, j'ai été me former sur l'administration des entreprises. Puis l'entreprise, dans l'entreprise, il y a des équipes. Donc je me suis intéressé un peu plus à la sociologie des organisations, à la psychologie du travail. Puis j'ai remarqué aussi que dans les équipes, il y a des individus. Et ces individus contribuent ou non à la croissance de l'entreprise. Donc, je me suis intéressé à la psychologie. Et je vais vous parler de ces trois dimensions qui sont des dimensions qui me passionnent, la psychologie, la sociologie et l'économie, appliquées à l'entreprise. Donc, voici un peu l'animal qui vous présente aujourd'hui le webinaire. Les entreprises, donc certaines fonctionnent, certaines dysfonctionnent. J'ai créé Société Brightup justement pour accompagner les entreprises à prendre un peu de recul sur leur mode de fonctionnement et à trouver des solutions innovantes, parce que chaque entreprise est différente, qui leur permettra de mieux fonctionner. Pas forcément de croître, parce que certaines entreprises n'ont pas la volonté de croître indéfiniment, mais ne serait-ce que mieux fonctionner. Donc on va voir ce qu'est un meilleur fonctionnement sur différentes dimensions. Et je me suis posé une question dans les entreprises qui était, mais une entreprise, comme tout système, c'est un système vivant, c'est un système humain. Comment est-ce que je peux décrypter un système humain pour comprendre comment il fonctionne et voir quelles sont ses zones de force, ses axes de progrès? Qu'est-ce qui fait qu'un système fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'un système déraille et parfois périclite complètement? Je me suis intéressé aux groupes, je me suis intéressé aux entreprises et vous verrez que en cours de webinaire, je vais même vous parler des nations, des pays. Et je vais vous donner une lecture assez simple du Covid et des trois blocs que sont l'Europe, les États-Unis et la Chine à l'aune des systèmes humains.
Et vous comprendrez assez facilement pourquoi ces trois blocs ne peuvent pas s'entendre. Donc, comment est-ce qu'on peut décrypter des systèmes humains? Je me suis une fois encore pris au jeu et j'ai dit, mais tout système humain est basé sur trois grandes dimensions fondamentales. Vous, moi, un groupe tel qu'une équipe, une entreprise, une nation, une association, repose sur trois dimensions fondamentales. Il y a une dimension psychologique, une dimension sociale et une dimension économique. Je vais venir plus en détail sur les trois points. Ce qui fait qu'on parle de l'homme comme étant l'homo sapiens, l'homme qui sait. Moi, je l'ai traduit en homo psycho-socio-economicus. Parce que nous sommes tous doués d'une certaine capacité, c'est le versant économique qui va nous permettre de produire, de faire quelque chose. Nous sommes tous en interrelation avec d'autres, c'est la dimension sociale. Et puis nous avons tous notre histoire, notre culture, notre mode de fonctionnement interne, nos croyances. Et ça, c'est la dimension psychologique. Et ces trois dimensions, on les retrouve absolument dans tous les systèmes composés par les êtres humains, que ce soit des systèmes unitaires, une personne en elle-même, système groupe, ça peut être un couple, ça peut être une équipe, ça peut être un groupe, ou encore une unité plus vaste, une entreprise, un trust, voire une région ou un pays. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez m'arrêter, si ça va trop vite, vous pouvez le dire également. Venir sur les différentes dimensions. Première dimension, la dimension psychologique, c'est que chaque système a une identité propre. Et l'identité, elle est créée notamment par notre histoire. Elle est créée notamment par nos valeurs, nos croyances. C'est-à-dire que tout système va avoir un mode de fonctionnement qui est influencé avant tout par un facteur identitaire. Dans une entreprise, on parle souvent de leader et de leader, un leader particulier qui s'appelle Lévemer, qui est le premier créateur de l'entreprise. Et bien, dans bon nombre d'entreprises, ce premier créateur donne une coloration particulière à son entreprise, donne une identité particulière à son entreprise qui sera perpétuée d'époque en époque. Vous prenez Apple, qui a été fortement marqué par Steve Jobs. Jobs n'est plus là. Pour autant, les suivants cherchent à continuer à faire du Steve Jobs. Peut-être que ça n'est plus adapté, peut-être que ça ne répond plus aux demandes du marché, mais ils tentent quand même d'avoir ce facteur innovation, cette volonté de dire, bah voilà, on va se différencier, on va être différent. Ils cherchent encore à perpétrer le modèle initial. Ça, c'est l'identité propre. Et on verra que derrière cette identité, en entreprise, on parle de culture d'entreprise. Et lorsqu'on veut changer une culture d'entreprise, vous comprenez qu'on est en train de changer l'identité d'un groupe. Ça demande énormément de temps et énormément d'énergie. Ensuite, une deuxième dimension, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, nous avons une certaine interrelation interne et externe. Relation interne, c'est assez simple, ce sont les personnes qui travaillent avec vous dans le même groupe et avec qui vous partagez des informations ou pas. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même si vous êtes isolé, vous êtes en train de donner un message à votre environnement. Le fait de ne pas vouloir communiquer. Mais vous êtes également en interrelation avec les éléments externes. Alors externes, ça va être les clients, les fournisseurs, le marché, les administrations publiques. Et vous aurez une certaine façon de communiquer avec elles, soit de façon fournie, soit de façon parcellaire, soit de façon codée. Mais en tout cas, vous aurez vos propres modes de communication et vos propres modes d'interaction. Vous me dites, oui, c'est OK, c'est bien beau, mais à quoi est-ce que ça va qu'est-ce que ça nous apporte de différent? Eh bien, si votre mode d'interrelation est stéréotypé, vous n'allez attirer que les mêmes personnes dans votre giron. Vous n'allez attirer que les mêmes clients, les mêmes fournisseurs. Et je vais même dire, vos recrutements vont être stéréotypés et vous allez avoir
potentiellement toujours les mêmes types de candidats qui vont reproduire toujours les mêmes schémas. Et vous savez bien que si on reproduit les mêmes schémas et qu'on se retrouve face à une problématique, soit on a la chance d'avoir la bonne dimension et le problème est résolu, soit vous allez vous prendre les pieds dans le tapis de façon récurrente. Donc la dimension sociale est aussi un élément à observer dans tout système. Et c'est vrai pour nous également, pour un individu, de se poser la question, autour de moi, qui sont mes amis? Est-ce que mes amis sont des amis qui pensent exactement comme moi et c'est pour ça que ce sont mes amis? Et au final, tous ceux qui pensent différemment de moi n'ont aucune valeur à mes yeux, peut-être. Mais dans ce cas, on appauvrit notre environnement, on appauvrit nos interactions et potentiellement, on se prive de certaines solutions. Donc voici pour la deuxième dimension, qui est la dimension sociale. Nous sommes toujours en communication, nous sommes toujours en interaction avec les autres. L'idée est de voir quel type d'interaction et comment nous interagissons avec notre environnement interne ou externe. Enfin, tout système a pour vocation de produire un bien ou un service. Et là, c'est ce qu'on nomme dans les littératures le sens. Voilà, toute organisation doit donner un sens à ce qu'on fait. Et on parle nous-mêmes, en individu, de donner un sens à nos vies. Donner un sens à nos vies, c'est produire, faire quelque chose qui va avoir un impact sur notre environnement. L'idée, c'est d'avoir une utilité. On parle d'utilité sociale à ce niveau-là. Eh bien, tout système a une vocation propre qui est de produire. Et s'il y a des financiers parmi vous, potentiellement, ils vont entendre économique, ils vont traduire par financier. Quand je parle d'économie, je parle de production, de produire un bien. Bien évidemment, la finance, c'est un indicateur qui est pertinent, ça nous permet de voir si nous utilisons plus de ressources que nous n'en recevons. Et ça, c'est propre à tout système vivant. Si demain, vous dépensez plus d'énergie que vous n'en ingérez, c'est-à-dire que vous dépensez plein d'énergie, mais vous mangez très peu, à terme, vous allez mourir. Pour une entreprise, c'est pareil. Si l'entreprise dépense plus de ressources qu'elle n'en reçoit, potentiellement, elle va droit dans le mur. Ça, c'est OK. Donc ça, c'est la dimension financière. Moi, je parle exclusivement de la dimension production de biens et services. Et si ce bien et service que vous servez a un sens dans l'environnement, générer de la valeur ajoutée, c'est l'essence de l'entreprise. Oui, je veux bien parler de valeur ajoutée ensuite, cher Guy, parce que c'est exactement ce que j'aborde. La valeur ajoutée, c'est ni plus ni moins un produit que vous allez servir, vendre à votre environnement économique et social et pour lequel il y a une certaine utilité. C'est-à-dire que vous vendez, avant de vendre un produit, vous vendez une utilité. Vous répondez à un besoin de votre environnement. Lorsque vous vendez de la nourriture, vous répondez aux besoins de nourriture, de se nourrir. Lorsque vous vendez des biens de type au niveau de la sécurité, vous répondez à un besoin de sécurité. Vos clients viennent chercher chez vous, viennent chercher à répondre à un besoin avant toute chose. Et c'est ce à quoi répond la dimension économique. Une dimension économique, c'est ni plus ni moins, vous servez, vous répondez à un besoin de l'environnement. Si vous ne le faites pas, potentiellement, très vite, soit vos collaborateurs vont vous dire ce qu'on fait n'a aucun sens, soit potentiellement vos clients vont se détourner de vous et aller chez le concurrent ou chez le complémentaire qui va leur apporter enfin ce besoin rempli. 3 dimensions, psychologique, sociologique, économique, qui servent ni plus ni moins à un besoin unique qui est de croître. On a tous besoin de croître. Et c'est le propre de la vie. C'est pourquoi je parle de système vivant, je parle de système humain. Et quid de l'entreprise dans tout cas. Donc, je vais parler des systèmes vivants et là, on va aller un peu plus dans le détail sur l'entreprise. Comment est-ce que je décrypte le cœur de l'entreprise? Bien, pour l'entreprise, c'est pareil, c'est une dimension économique. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui a pour but de répondre à un besoin dans votre environnement et pour ce faire, besoin de se développer, pas forcément de croître, oui, tout à fait.
Tout à fait. C'est la croissance, et on le verra, n'est pas forcément une croissance financière. Ça peut être de la maturité, tout simplement. Et à la fin du webinaire, je vais parler de maturité. L'entreprise, donc, première dimension économique, c'est que vous avez créé une entreprise, ou vous avez repris une entreprise pour produire un bien, parce que vous avez détecté que dans votre environnement, il y avait un manque. Je prends un exemple de 2 restaurateurs qui vont s'installer au centre de Metz. Les 2 restaurateurs vont répondre à un besoin complètement différent. Le premier peut très bien dire, voilà, moi j'ai remarqué qu'entre midi et 2, les personnes avaient trop peu de temps et n'ont pas d'endroit pour manger rapidement et avec une nourriture de qualité. Donc moi, je vais m'installer au centre pour servir ce type de clientèle. Et on va voir que ça va avoir un impact sur les côtés sociaux et psychologiques. Donc lui, il répond à un besoin de l'environnement qui est de nourrir les personnes qui travaillent entre midi et 2 et qui n'ont très peu de temps. Puis vous avez un deuxième restaurateur à côté qui dit « Moi, mes concurrents, ils ne font pas assez de local. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment favoriser les circuits courts et travailler avec que du local. Donc on va regarder les agriculteurs qui y a autour, les maraîchers, et c'est avec eux que je vais travailler avec un besoin écologique. » Donc ils vont répondre à un autre besoin qui est de satisfaire les différents clients qui vont dire nous, on est OK pour consommer, mais on va consommer local. Parce que ce qu'on veut, c'est favoriser les circuits courts, c'est favoriser l'écologie. Donc, les 2 produits sont sur le même code NAF, sont référencés comme étant 2 restaurateurs, mais vont produire différemment. Et on va voir que d'un point de vue social, c'est la deuxième dimension, ça aura un impact, parce qu'ils ne vont pas attirer les mêmes clients. Et de facto, ils ne vont pas attirer les mêmes collaborateurs. C'est-à-dire que certains collaborateurs vont être plus sensibles pourquoi pas au cash, à se dire, voilà, moi je fais un boulot pour payer mon loyer et puis c'est OK. Ils seront indifférents de travailler avec l'un ou l'autre. Et puis, il y en a d'autres qui vont être plus sensibles à la dimension écologique. Ils vont dire, moi je vais travailler avec le second restaurateur parce que ça a plus de sens pour moi de travailler sur des produits locaux. Donc, vous allez aussi avoir une influence, votre production va avoir une influence sur vos interactions. Et de facto, c'est la culture d'entreprise qui est différente, puisque les 2 restaurateurs vont impulser un modèle qui leur appartient et qui leur ressemble. Le premier va placer une utilité qui est plus pragmatique. Alors que d'un point de vue psychologique, sa culture d'entreprise va être, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du rapide et du suffisamment bien, suffisamment bon, parce que nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de cohérent, de classé, de rapide. Le second va peut-être mettre plus de chaleur, plus d'aspect de proximité. Et donc, vous aurez 2 entreprises qui, pourtant, sont sous le même code NAF, qui vont avoir des comportements complètement différents, des interrelations complètement différentes, et surtout un produit final qui va varier. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque système vivant. C'est que tous les systèmes vivants ont leur propre façon de faire, ont leur propre façon de se structurer. Vous verrez que ces deux dimensions, façon de faire et structurer, sont ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie de ce webinaire. Est-ce que c'est OK pour l'aspect, les différentes dimensions sur les systèmes humains? Est-ce que vous avez des questions ou autres? Je vois Guy qui a parlé de générer une valeur ajoutée, c'est l'essence de l'entreprise. Guy, est-ce que c'est OK pour vous d'ouvrir votre micro et d'en parler? On peut échanger dessus. Guy, es-tu là? Non. Bon. Je poursuis. Nous voici sur le cœur, qui est justement l'objet de ce webinaire, qui est OK. On comprend bien qu'il y a une dimension psychologique, une dimension sociale, une dimension économique, notamment dans les entreprises. Mais comment on fait pour favoriser une performance, favoriser la croissance, favoriser le développement dans l'entreprise?
à l'aune de ces trois dimensions. Dans mon parcours, j'ai pu détecter qu'il y avait deux grands écueils dans toutes les entreprises. Premier écueil, c'est un écueil structurel. C'est-à-dire que les entreprises qui fonctionnent ont une structure équilibrée. C'est vrai que le terme équilibré n'est pas neutre dans mon discours. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des ressources de façon adéquate par rapport à ce qu'ils doivent produire, par rapport à ce que le marché attend d'eux. Ensuite, ils ont une certaine façon de faire, et ça, c'est le mode de fonctionnement, ce que moi j'appelle la dynamique sociale. C'est-à-dire que d'une entreprise à l'autre, ils vont fonctionner d'une certaine façon. Et là, je ne parle plus d'équilibre, je parle de stéréotypie. Est-ce que l'entreprise est suffisamment, et là je vais employer un mot qui est galvaudé désormais, mais tant pis, je l'utilise quand même, est-ce que l'entreprise est suffisamment agile pour rebondir en cas de pépin, en cas de problématique particulière? Souvent, les entreprises ont un mode de fonctionnement qui est plutôt stéréotypé. Et lorsque le système entre sous stress, ce stéréotype devient la norme. Et vous allez reproduire encore et encore et encore les mêmes erreurs. J'ai pu repérer que les entreprises qui fonctionnent avaient en eux une faculté à changer leur mode de perception et leur mode de fonctionnement. Et ça va jusqu'au processus de décision, qui peut être variable. Dire voilà, là nous sommes en période de crise, nous allons agir différemment. Et en 2020, j'ai pu observer bon nombre d'entreprises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils avaient changé radicalement leur façon de faire. À dire voilà, le Covid vient bousculer toutes nos habitudes, ça ne fonctionne plus ce qu'on fait, on va agir différemment. Et certains ont favorisé des circuits courts et ont pu avoir… Bonjour Jérôme. Jérôme qui est en train de me faire des petits dessins. Donc d'une entreprise à l'autre, avec à l'aune des problématiques qui se rencontrent. Jérôme, vous êtes en train de me faire plein de dessins sur ma présentation, là. Donc, en fonction de la problématique, certaines entreprises vont essayer de reproduire toujours le même schéma et potentiellement aller droit dans le mur. Et d'autres vont comprendre que ce qu'elles font jusqu'à présent ne fonctionne pas, donc il s'agit de moduler. Que structure et mode de fonctionnement sont les deux modes d'intervention que je pratique dans les entreprises. Soit j'ai un principe plutôt interventionniste en tant que consultant. Je reviendrai sur le message de Guy. Soit en termes de consultant, et il s'agit de modifier la structure, d'apporter un nouveau processus, d'apporter un nouveau département, voire d'introduire une nouvelle entité dans l'entreprise, soit d'assouplir le mode de fonctionnement. Et là, on est plus sur un mode de coaching, de mentorat, où il s'agit de changer les flux dans l'entreprise. Parfois, vous entendez parler de lean management. Lean management, on est sur le mode de fonctionnement. Et je vous parlerai ensuite d'un autre point qui est propre aux différentes entreprises, c'est le niveau de maturité. Et je vais parler avant tout des dernières nouveautés, on va dire, sociales. On va vous parler de QVT, je vais vous parler de RSE, et vous verrez que QVT et RSE demandent un certain niveau de maturité. Et si l'entreprise n'a pas le niveau de maturité, c'est presque une erreur de travailler sur ces champs. Il y a d'autres problématiques à traiter auparavant avant de traiter de la QVT. Hop. Jérôme, la petite de 4 ans est passée par là. Merci à votre fille d'avoir participé. C'est sympa, ça met un peu de couleur. Alors, un message de Guy, Steve Jobs, pas un génie, fort empathie avec son environnement. Oui, c'est en ça où il était très très fort. C'est qu'il a très vite compris ce qui était attendu dans son environnement. Et oui, c'est exactement ça. Alors, je suis OK avec vous, Guy. Jobs a eu cette faculté dans sa deuxième partie de carrière de comprendre que ce n'était pas son entreprise qui devait moduler, qui devait façonner l'environnement, c'était l'environnement qui devait façonner sa propre entreprise. Ça, il l'a compris. Et c'est en ça où son entreprise était assez intéressante. Et d'ailleurs,
le cœur de l'entreprise, le siège social de Apple, à un moment, a été façonné comme un cerveau. Il y avait les deux parties. Il y avait une partie créative et une partie plus administrative, fonctionnelle. Et au centre, il y avait le point névralgique, qui sont un peu comme le… Et c'était assez drôle à voir. C'est que les deux arrivaient à communiquer et à générer des nouveautés de façon régulière, en lien avec l'environnement et évidemment avec leur position monopolistique plus que rentable. OK. Je viens sur la première composante. La première composante qui est la composante structurelle. Eh bien, toute entreprise a 4 grandes fonctions en elle. Et les entreprises vont mettre plus ou moins de ressources sur l'une ou l'autre de ces fonctions. C'est pourquoi je parle d'équilibre. En fonction de ce que le marché attend de vous, en fonction de ce que vous voulez développer dans votre entreprise, vous allez mettre plus ou moins de ressources sur une des fonctions. Je vais parler de leadership. Leadership, c'est la fonction qui indique que voilà, c'est cette fonction qui prend les décisions, qui fixe les règles, parce que prendre les décisions et fixer les règles sont souvent proches, et qui apporte un cadre à votre entreprise. Et vous comprenez assez facilement que leadership, c'est bien souvent les dirigeants qui sont dans cette fonction de leadership, mais il y a également des facteurs influents derrière. Vous pouvez avoir des actionnaires qui ne sont pas là et qui influent sur l'entreprise. Il y a 2 mois, on a pu voir que Danone n'était pas forcément gouverné par ses dirigeants, mais plutôt par ses actionnaires, au point de faire sauter un dirigeant. Vous avez une deuxième fonction qui est la fonction de production. C'est cette fonction qui vous permet de créer, de fabriquer, de façonner votre bien ou votre service. Et parfois, vous allez mettre un maximum d'énergie dans la production au détriment des autres. Et vous allez vous retrouver avec des problématiques de type débouchés. On n'arrive pas à vendre nos produits. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir le meilleur produit au monde, il s'agit d'équilibrer. Il faut aussi avoir une fonction commerciale qui va vous permettre de vous offrir de la visibilité et de permettre à l'environnement économique et social de savoir que vous existez et que vous êtes en mesure de répondre à un besoin. Donc la fonction commerciale est une troisième fonction qui vous permet justement de faire venir l'environnement à l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux commerciaux, aux vendeurs. On leur demande d'aller chercher les clients. On ne leur dit pas d'emmener l'entreprise vers le client. On leur demande d'aller chercher le client. C'est symptomatique. Et puis enfin, vous avez une fonction que moi j'appelle la fonction interne, qui sont le support. Ce sont toutes les actions qui vont permettre aux productifs et aux commerciaux de réaliser leur travail dans les meilleures conditions. Alors dedans, vous avez les ressources humaines dans les affaires internes. Vous avez les finances. Ce sont toutes des fonctions qui vont apporter un plus, qui vont apporter des renseignements et du support de façon à ce que la production se fasse de façon optimale et de façon à ce que les commerciaux puissent être plus au clair avec les besoins de l'environnement et les capacités de l'entreprise. Les affaires internes sont ni plus ni moins pour gérer les moyens mis en œuvre pour produire et se promouvoir. Et j'ai créé un graphique, une représentation. Ce que vous voyez ici, c'est une entreprise, quelle qu'elle soit. Elle est représentée par les 4 fonctions avec des informations entrantes et un flux d'informations sortantes. Je parle d'informations, c'est la production ou le service. Vous voyez que la flèche entrante vient de l'environnement, c'est-à-dire de l'externe, vers la fonction commerciale. Tout ce qui est fonction commerciale a pour vocation de capter les informations de l'extérieur, y compris les clients, pour les amener vers l'intérieur. C'est-à-dire que la fonction commerciale n'est pas uniquement la vente, c'est également le marketing, c'est également la gestion de la clientèle existante, la satisfaction. Tous ces éléments qui vont vous mettre en lien avec l'externe sont une fonction commerciale. Et bien souvent, dans une entreprise, on dit voilà, c'est le vendeur qui est commercial. Non, pas que. Sachez que tous vos collaborateurs sont potentiellement armés pour accomplir une fonction commerciale. Pourquoi tous vos collaborateurs?
C'est parce que si vous avez effectivement une utilité sociale et que votre produit a une certaine importance, vos collaborateurs vont parler de votre entreprise dans votre environnement. C'est parfois ce qu'on appelle, ce qu'on met sous l'égide de la marque employeur, et il est important de... Je ne vais pas entrer sur les termes, mais sachez que la fonction commerciale, c'est tout ce qui permet à l'environnement de savoir que vous existez et de savoir ce que vous produisez. Puis, comme l'environnement est au courant, vous avez la fonction de production à côté, qui a pour but de concevoir le produit ou le service à destination de l'environnement économique et social. C'est pourquoi la flèche ressort. Et vous voyez qu'il y a une systémie. Puisque derrière, ce que vous allez produire va avoir un impact sur l'environnement économique et social, et il va vous permettre de renourrir la fonction commerciale. Donc, travailler sur la qualité est aussi une façon de boucler la boucle et de permettre aux commerciaux de dire oui, on a un produit de qualité qui répond à vos besoins, chers clients. Et non pas, on est là uniquement pour remplir le tiroir caisse. Ça ne marche qu'un temps. Et puis, vous voyez qu'en dessous, j'ai mis les fonctions internes qui sont vraiment une fonction support qui permet de porter la fonction commerciale et la fonction de production. Et le leadership au centre n'est ni plus ni moins à cet endroit pour gérer les différents pôles, les différentes fonctions. Une entreprise qui est bien structurée, qui est bien équilibrée, va apporter suffisamment de ressources aux différents pôles en fonction, je dis bien en fonction, de ses objectifs. Bien sûr, une entreprise qui a envie de se développer va mettre plus d'énergie dans sa fonction commerciale. Mais elle sera déséquilibrée si elle met trop d'énergie dans la fonction commerciale. Et tous autant que nous sommes, nous avons des téléphones portables avec nos opérateurs derrière. Eh bien, nos opérateurs ont mis une énergie folle et une ressource maximale sur la fonction commerciale. Eh bien, je vous mets au défi d'appeler le service après-vente et d'avoir une réponse rapide si vous avez un pépin sur votre téléphone. Ils ont mis trop d'énergie sur la fonction commerciale, pas assez sur la production. Ce qui fait que les gens qui bossent sur les réseaux sont insuffisamment ressourcés par rapport aux fonctions commerciales dans ce type d'activité. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que bien souvent, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller de boutique en boutique. Il va aller d'opérateur en opérateur pour trouver enfin celui qui va répondre à son besoin. Et lorsque vous êtes satisfait de votre opérateur et que vous n'avez pas de pépin, ce n'est pas les 2-3 euros gagnés qui vont vous faire changer de client. Je reprends l'exemple des deux restaurateurs. Donc, les deux restaurateurs vont fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que le premier qui veut répondre à un besoin rapide, c'est-à-dire répondre aux travailleurs entre midi et 2, et le second qui veut répondre à une demande plus écologique, vont produire de façon différente. Vous voyez que la fonction de production va être complètement différente, vont également faire leur propre promo, mais en communiquant différemment sur cette promotion. Ils vont avoir un message qui est complètement, radicalement différent dans l'environnement économique et social, et vont avoir un support également différent, puisque au niveau des ressources humaines, ils ne vont pas chercher forcément les mêmes employés. Ils ne vont pas avoir les mêmes indicateurs. Ils n'auront pas non plus le même contact avec les fournisseurs. Donc, vous voyez que ce schéma reste valable, mais l'énergie qu'on met dedans, et ensuite on verra le mode de fonctionnement qui est propre aux différentes entreprises, va être différent. Idem pour le leadership. C'est-à-dire que les deux restaurateurs qui vont être installés au niveau du leadership vont donner un rayonnement, une coloration différente à leur entreprise. Radicalement différente à leur entreprise. Et pourtant, même type d'activité. Pour l'URSSAF, pour les impôts, c'est pareil. Mais pour le client, pour l'employeur, pour l'employé, ça sera différent. Ce sera deux expériences complètement différentes. Et bien ça, c'est un des éléments que j'ai pu observer dans mon parcours et dans mes accompagnements. C'est qu'une entreprise qui est déstructurée, qui déséquilibre ses ressources, aura une forte tendance à dysfonctionner et va créer un manque. Soit ne va pas être en mesure de répondre à son environnement,
soit ne va pas être en mesure d'aider les différents collaborateurs. Et je vous donne deux, trois pistes. C'est que lorsque vous avez des difficultés au niveau de la fonction de production, c'est-à-dire que si votre équipe n'est plus à même de fournir un bien ou un service de qualité ou de quantité même, ou dans un temps imparti, vous allez avoir des conflits entre les membres. C'est mécanique, hein. L'énergie qui n'est pas dépensée à générer de l'activité va se porter sur la relation. Et immanquablement, si vous portez de l'énergie sur la relation, tôt ou tard, vos collaborateurs vont se prendre le bec. Donc, sachez que lorsqu'il y a un conflit dans votre entreprise, il y a une très forte probabilité, et là je parle de probabilité, pour qu'il y ait un souci au niveau de l'activité et de la façon de réaliser l'activité. Donc, c'est la fonction de production que vous aurez à observer. Au niveau de la fonction commerciale, si vous ne mettez pas assez d'énergie dans la fonction commerciale, vos membres vont avoir un souci au niveau de l'appartenance. Ils vont avoir un doute sur la pérennité de l'entreprise et auront une plus grosse tendance à aller voir ailleurs. C'est-à-dire, tiens, les concurrents, ils parlent un peu plus d'eux. Et là, on parle souvent de marque employeur, c'est la façon d'être vu. Sachez que c'est lorsque vos collaborateurs ont un souci d'appartenance, ont des difficultés à parler de vous, c'est probablement que votre fonction commerciale est insuffisamment armée, ou insuffisamment présente. Lorsque vous manquez de ressources internes, pour ceux qui ont des employés et qui ne traitent pas suffisamment la problématique RH, évaluation ou autre, là, il y a un souci de reconnaissance. Et chers dirigeants, je suis prêt à vous parier que c'est vous, en tant que leader, c'est le leadership qui est attaqué à ce niveau-là. Lorsque vous avez des attaques sur le leadership, c'est ni plus ni moins vos collaborateurs qui sont en train de vous dire « Dis donc, cher patron, tu n'es plus en train de nous protéger. Tu n'es plus en train d'aider de faire en sorte qu'on fasse bien notre travail. Donc, c'est de ta faute si on le fait mal. » Et bien, c'est les fonctions support, les fonctions affaires internes qui sont insuffisamment ressourcées. Et enfin, évidemment, si vous avez un problème au niveau du leadership, là, vous allez avoir une perte, là, on va vos collaborateurs vous parler de perte de sens, de démotivation, voire d'amotivation. Là, vous avez un problème de gouvernance. Et ils vont vous dire, mais c'est on ne sait pas où on va. Et c'est souvent le cas. Hein. Alors, vous entendez les sens et directions. Ce sont des termes qui sont assez proches et ce n'est pas neutre dans notre langue. C'est que on vous dira de votre entreprise, mais on ne sait vraiment pas où ils vont. Et là, vous pouvez parler d'un problème de gouvernance. Vous aurez besoin de retravailler sur vos règles, de retravailler sur le projet d'entreprise. Et une grosse partie de mes travaux au niveau des TPE est de travailler sur le projet d'entreprise pour leur permettre de prendre leur envol. Parce que c'est à ce niveau-là, c'est au niveau du leadership qu'on crée le projet d'entreprise qu'on va pouvoir ensuite décliner sur les différentes fonctions. C'est parce que vous aurez un projet d'entreprise que vous allez pouvoir dessiner quel type de production, quel type de produit, quel type de service vous allez pouvoir proposer à votre environnement. Et c'est parce que vous êtes au courant de ce produit ou service qui va avoir un impact sur votre environnement que vous allez pouvoir communiquer, donc servir la fonction commerciale. Et comme la fonction production aura besoin d'être concentrée sur la production et les commerciaux sur l'aspect externe, vous allez progressivement vous intéresser aux affaires internes de façon à ce que chacun se concentre efficacement sur ce qu'il fait. Et c'est pourquoi je parle de performance. Là, vous êtes dans une performance structurelle. L'énergie ne se perd pas, elle se transforme pour aller ailleurs. Oui. C'est pourquoi je dis au niveau de la fonction de production, si vos équipes ne sont plus calibrées ou axées sur leur activité, l'énergie qui n'est plus dépensée sur l'activité va se reporter sur la relation. Alors, ça peut être la relation entre les collègues et ça peut être également la relation de collaborateurs à direction. Et potentiellement, vous allez avoir des conflits. Ça tombe bien, comme on avait moins de temps pour l'activité, au moins on meuble le temps avec les conflits. Donc, axé sur l'activité. Axé. Pour ça, si vous faites des formations sur la gestion des conflits et qu'on vous dit uniquement le relationnel et qu'on ne vous parle pas d'activité, je tique. Idem pour la gestion du temps et des priorités. Si on vous parle uniquement du temps et des priorités et qu'on ne vous parle pas de l'activité,
Là aussi, je tique. Donc, retenez toujours que entreprise égale activité derrière. OK pour la première composante. On arrive sur la deuxième composante. On a vu la structure. Maintenant, le mode de fonctionnement que moi, j'appelle la dynamique sociale. C'est que chaque entreprise, en plus d'être structurée, va avoir une façon de diffuser les flux d'informations en interne. Et ça va avoir un impact sur les prises de décision. Vous allez me dire, mais une prise de décision, c'est une prise de décision. Ouais, peut-être. Mais une prise de décision, on peut l'avoir de façon centralisée. On peut l'avoir de façon démocratique. C'est-à-dire, on va recueillir les infos pour prendre la décision. On peut l'avoir de façon autocratique. De toute façon, je prends la décision et c'est aux autres à s'adapter. Une troisième façon est de dire, on va l'avoir de façon diffuse. Moi, ce que je préfère, c'est avoir des groupes qui sont autonomes, qui prennent eux-mêmes leurs décisions. Donc, je vais déléguer un pouvoir de décision. Et vous voyez que rien qu'avec 3 exemples, ça crée déjà 3 modes différents. Puisque le pouvoir va être diffusé, va être concentré ou partagé de façon complètement différente. Il y aura un impact également sur le style managérial. Parce que si vous avez une façon de faire qui est plutôt autocratique, vous aurez des managers et vous choisirez vos managers de façon plutôt autoritaire. Alors que si vous privilégiez l'autonomie, vous allez trouver plutôt des managers qui sont plus sur le relationnel, ce qui est normal. Ce qui est important, c'est de ne pas stéréotyper. C'est d'avoir en son sein des personnes qui sont suffisamment complémentaires pour avoir un panel de choix qui est bien différent. Parce que si vous n'avez que des personnes qui ont le même profil en interne, potentiellement, c'est de la pensée unique. Et quand ça fonctionne, c'est bien. Mais si ça dysfonctionne, posez-vous des questions sur le mode de fonctionnement. Est-ce que je n'ai pas trop stéréotypé mon entreprise? Je vous raconterai une anecdote sur un client qui était assez drôle, il y a 3 ou 4 ans, j'ai accompagné. L'environnement de travail va être différent également. En fonction de ce que vous mettez en avant, vous allez avoir des environnements qui sont différents. Et lorsque j'entre dans une entreprise, je regarde les flux, je regarde comment une entreprise est bâtie d'un point de vue de l'organisation. Il y a des organisations un peu plus rêveurs, un peu plus start-up, où j'ai pu constater le bureau d'accueil au fond. C'est assez surprenant. Plutôt déstructurés, ils sont plutôt dans la pensée, donc ils n'ont pas les murs, tout le monde est au même niveau. Donc, de fait, pas besoin d'avoir l'accueil au début. Moi, ça me choque parce que c'est ma façon de penser, mais pourquoi pas? Il y a d'autres où vous allez avoir un environnement de travail qui est purement fonctionnel, parce qu'il est important de travailler et d'avoir des gammes. D'autres qui vont avoir un environnement purement relationnel. Et la première chose que vous allez voir, c'est les machines à café ou autres, parce qu'il est important pour les gens de se réunir pour la prise de décision. Il est important pour les managers de réunir les gens pour communiquer. Puis il y en a d'autres qui n'auront pas besoin de ça. D'autres entreprises ne vont pas le mettre en avant. Je parlais de structure auparavant, mais dites-vous que la dynamique sociale, encore une fois, elle boucle, et elle va avoir également un impact sur la structure. En fonction de votre mode de fonctionnement, eh bien, j'ai pu remarquer des corrélations entre le mode de fonctionnement et une préférence pour la fonction de production. Chez nous, c'est que la qualité, donc on veut des process qui soient bien faits, bien ficelés. Potentiellement, vous allez mettre un maximum de ressources sur la fonction de production. C'est purement inconscient. D'autres vont dire, nous, on est plutôt réactifs et on aime quand ça va vite et on s'adapte très vite au marché. Et c'est la fonction commerciale qui va primer. Parce que pour eux, c'est plus important d'avoir une oreille, une écoute sur l'externe que sur l'interne. Et c'est OK. Si ça a un sens pour l'environnement et que la fonction, l'activité est correcte, c'est OK. Mais lorsque ça commence à dysfonctionner, posez-vous la question, tiens, est-ce que mon fonctionnement n'est pas stéréotypé? Est-ce que mon fonctionnement n'altère pas mon activité? Et donc, je parlais de prise de décision, vous aurez également la concentration du pouvoir qui va être différente. Est-ce qu'elle va être diffuse? Est-ce qu'elle va être partagée? Est-ce qu'elle va être sociocratique, démocratique?
Vous avez des tas de possibilités différentes. Et désormais, je vais vous parler d'une étude que j'ai faite, que j'ai pu observer, c'est que chaque entreprise a en son sein 6 types sociaux de base. C'est-à-dire qu'il y a 6 grands modes de fonctionnement. Alors, bien évidemment, dans une entreprise, les 6 modes vont cohabiter, mais nous aurons des préférences. Et ce qui va faire stéréotypie, c'est que la préférence est quasi exclusive sur un ou deux modes. Alors que si vous avez un mode plutôt équilibré en termes de fonctionnement, vous aurez en votre sein différents modes de fonctionnement. Pour faire court, hein, le type logique va avoir un processus plutôt démocratique, va chercher à avoir des informations. Et il est important d'analyser les informations. Et dans ce type d'organisation, les finances peuvent avoir une certaine puissance. Dans le style social, on va être aussi intéressé par l'activité. Et là, on va être plutôt sur un processus complètement sociocratique. On va chercher le consensus. Et parfois, la prise de décision est très longue, parce qu'il suffit qu'un ou deux membres soient contre pour revoir sa copie. Et c'est ce qu'on rencontre dans bon nombre d'entreprises qui sont trop sociales, qui vont prendre trop de temps et qui veulent que tout le monde soit d'accord. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça dysfonctionne. Et ça demandera un autre mode de penser à un autre mode de fonctionnement. Pour les traditionnels, vous aurez plutôt un regroupement du pouvoir. Et c'est un groupe très restreint de personnes qui vont prendre les décisions pour tout le reste de l'entreprise. L'effet qu'il y a, c'est que seuls quelques-uns seront au courant des informations stratégiques et les autres seront plutôt exécutants. Parfois, c'est pertinent. L'armée, par exemple, dans ce type de fonctionnement, est tout à fait pertinente. Et si vous demandez à l'armée d'avoir une logique sociale, on va demander à tous les soldats si c'est OK d'attaquer ou de se défendre. C'est trop tard, vous avez perdu votre pays. Donc, l'environnement dicte aussi ce qu'on a à faire. Dans le mode créatif, vous avez beaucoup de start-up et de modes, de sociétés de l'événementiel, de la communication, qui, eux, travaillent plutôt en hub. Vous avez l'impression que c'est des silos, c'est des groupes indépendants dans l'entreprise qui prennent eux-mêmes leurs décisions, ce qui est complètement différent du côté traditionnel. C'est comme si on disait à l'armée, vous êtes dans quel coin, vous regardez si vous voulez défendre ou pas. Non, c'est l'état-major qui diffuse l'information. Ce n'est pas le terrain qui va prendre sa propre initiative. Le côté imaginatif, on a beaucoup de gens dans la pub qui sont dans ce côté-là, dans le marketing aussi, on en trouve. Eux ont vraiment axé sur l'innovation, axé sur OK, chacun doit avoir son idée, et ils ont également des blocs plutôt indépendants. Et adaptatif, on retrouve plutôt un côté traditionnel, mais avec bien souvent une seule personne qui prend toutes les décisions. Pourquoi adaptatif? Parce que quand on a une seule personne qui prend toutes les décisions, effectivement, les décisions vont beaucoup plus vite. Les conneries qui sont faites également. Donc, il y a un pendant. Il y a un côté positif. Vous voyez que sur les 6 types, il y a des avantages en fonction de l'environnement, des avantages en fonction de ce qu'attend le marché de vous. Et puis, il y a des inconvénients. Donc, l'idée, c'est d'avoir en son sein un réflexe, une agilité suffisante pour dire « OK, le marché n'attend plus ce comportement de notre part, comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ?» Et là, on parle de faire évoluer notamment la culture de l'entreprise. Parce que si c'est stéréotypé, c'est votre culture qui est en jeu. Et ça demandera vraiment avoir du temps. Alors, François, déterminer une grille de questionnement pour déterminer… alors oui, François, j'ai créé un diagnostic, notamment en ligne, qui me permet d'avoir un panel. Tu vois, les 6 types de personnalités, c'est un peu comme si on était au théâtre et qu'une entreprise dise, voilà, j'ai 6 possibilités. Eh bien, il y a une possibilité, ça sera mon rôle principal. Il y a 2 autres, ce sont des rôles secondaires, et puis les autres, ce sont les figurants. Ça, c'est plutôt stéréotypé. Et puis, il y a d'autres entreprises qui seront plus équilibrées,
qui vont dire, moi, les 6 acteurs, il n'y a pas de rôle principal. Il y en a un, à la limite, qu'on va voir qui aura un rôle saillant, mais les autres vont également participer à la vie de la pièce. Et pour une entreprise, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc oui, il existe un modèle. C'est un questionnaire que j'ai produit qui me permet d'avoir une perception globale de l'entreprise par les collaborateurs sur le mode structurel, c'est-à-dire que le premier schéma que j'ai présenté va ressortir avec les différents niveaux de ressources, c'est-à-dire, voilà, il semble que vous mettez un maximum d'énergie dans telle ressource, là vous êtes sous-pesé, et également dans la dynamique sociale. Dire, voilà, dans votre dynamique, vous êtes plutôt axé sur tel type de base, et vous avez complètement abandonné tel autre type. Donc oui, François, ça existe. Ça existe, et au plaisir d'échanger dessus et de partager avec toi ce modèle. Je vais vous partager une anecdote sur une mission que j'avais abordée il y a 3 ans. Le dirigeant m'appelle en disant, voilà, moi j'ai envie de changer parce que les clients, ils demandent autre chose, ils sont plus sur du conseil, on a besoin d'être plus proche d'eux. Donc ça fait quelques mois que je pousse mes équipes à faire différemment, mais rien n'y fait. Ils reprennent le pli à chaque fois. Je les engueule, je les motive, je les menace, ça ne marche pas. OK. Donc, je dresse le profil de cette équipe, de cette TPE. Et tiens, c'est intéressant parce que chez vous, il n'y a personne au niveau créatif. C'est-à-dire que le type créatif n'existe même pas. Je dis, les personnalités en interne qui peuvent être créatives sont un peu les rebelles, sont ceux qui vont vous agacer, sont ceux qui vont remettre en question vos modes de décision. Et je lui dresse le profil type d'une personne qui pourrait être ce troublion, cet antidote dans son entreprise. Ce patron devient blanc devant moi, il devient blême. Il me dit, putain Christophe, c'est les 2 derniers que j'ai virés. Parce qu'ils me gavaient. Je ne les supportais pas. Ils remettaient tout en cause. Je dis, voilà, vous avez supprimé l'antidote. Ce sont eux qui portaient en leur sein la modification, le changement de culture de l'entreprise. Et en les foutant dehors, vous avez confirmé la culture de l'entreprise, vous avez confirmé la stéréotypie. Donc, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a axé un peu plus sur des profils rebelles, plus relationnels. Parce qu'évidemment, dans cette équipe, ils étaient axés sur uniquement la production. Ils n'avaient plus d'appétence, d'affinité pour la fonction commerciale, à force d'avoir viré les gens qui étaient à même d'écouter la fonction, enfin, d'aborder la fonction commerciale et d'écouter l'environnement économique et social. Donc voici un exemple bateau, vraiment basique, d'une stéréotypie qui fait que lorsque vous êtes dirigeant et que vous dites « j'ai envie de changer, mais ça ne marche pas », probablement que vous devez réfléchir à la culture et vous devez réfléchir à « ok, qu'est-ce qu'il me manque comme mode de décision en interne ?» Et vous pouvez vous faire aider à ce niveau-là. On parle de dynamique sociale, donc je vous ai parlé de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, vous voyez, c'est cet aspect psychologique qui est parfois fourni par le premier dirigeant, parfois fourni par des personnes d'influence. Soyez surpris. Parfois, ça peut être un délégué syndical. Dans certaines entreprises, j'ai pu le voir, où les dirigeants disent lui, c'est un peu le leader psychologique, vaut mieux l'avoir dans la poche. Sinon, les équipes n'embrayeront jamais les décisions. Et c'est OK de fonctionner comme ça. Donc, la culture d'entreprise, c'est cette identité qui est donnée, qui définit cette dynamique sociale. Et cette dynamique sociale, c'est une combinaison des 6 types que je vous ai présentés. Une entreprise n'est pas un type. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Parce qu'en notre sein, on a différents types. Et pour une personne lambda, pour un individu, c'est pareil. Nous ne sommes pas uniquement un type. Nous sommes une combinaison que nous allons activer en fonction de notre environnement. Et parfois, il y a certaines combinaisons que nous allons appliquer souplement et d'autres où nous allons nous interdire de l'appliquer.
Et ça, c'est notre culture, on va dire, pour une personne, c'est notre culture familiale, notre culture sociale, qui fait que nous allons agir ou nous retenir dans, dans nos relations. Voici pour la dynamique sociale. J'aborde une dernière composante, qui est le niveau de maturité. Et là, je vais vous parler notamment des pays. Tout système vivant, toute entreprise passe par différents stades de développement. Et lorsqu'il y a une crise, l'entreprise va rejouer les problématiques passées. Vous voyez que sur ce graphique, en stade de développement, il y a vraiment 3 grands stades. Une entreprise qui se lance sur un marché va avoir une première phase de stabilité, va sonder le marché, va regarder. Et bien souvent, à ce niveau-là, va accepter des missions qui ne sont pas forcément propices à leur activité. Donc, on va être un peu dans un semi-chaos. Et bon nombre de TPE en sont là, à dire bah, voilà, moi, j'arrive pas à décoller. Et quand j'interroge sur l'activité, bah, l'activité est complètement hétéroclite. Et le but même de l'entreprise, le but initial de l'entreprise, ce pourquoi elle a été créée, est complètement noyé dans un flot d'activités complètement différents. Et c'est le lot des sociétés qui débutent, par exemple. Ouais, mais bon, il faut bien vivre, donc on a accepté des marchés. Et parfois, le marché a intégré que, bah, puisque vous savez faire ça, bah, on va continuer à vous demander de faire ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Et ça reste un certain chaos. Et à la fin de la phase de stabilité, vous voyez qu'il y a une première inflexion, une première croissance qui est ni plus ni moins que l'entreprise a compris enfin ce qu'elle sert dans son environnement. Et du moment où elle a compris quel est le marché, on peut embrayer sur la phase de croissance. Et la phase de croissance, c'est l'entreprise. Je, je reviens sur le commentaire après, Thierry, je termine juste sur ce graphique. Donc, cette phase de croissance est symptomatique des entreprises qui ont compris ce qu'attendait le marché. Et le premier réflexe à dire oh, c'est génial, ça se vend. Donc, comme ça se vend, on va en vendre plein. Et là, vous retrouvez la Chine. La Chine est à ce niveau-là, à dire bah, nous, on va faire des produits low cost, mais ce qu'on veut, c'est inonder le marché. On veut être partout, 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 partout. Une fois que vous êtes partout et que vous avez vendu votre produit, bah, le marché sature. Bien évidemment, on ne va pas tous avoir 3 machines à laver chez nous, 12 voitures, ça ne nous sert à rien. On va leur dire, mais ça ne nous intéresse pas. Donc la phase suivante, c'est que l'entreprise va se dire, ah, là on commence à saturer, on a un deuxième point d'inflexion, un ralentissement. On va dire, comment est-ce qu'on va faire pour maintenir un certain rythme de vie, une illusion de croissance. C'est volontaire que je dis ça, hein, je suis un économiste rebelle, moi. C'est une illusion de croissance. L'illusion de croissance, on la maintient quand on commence à avoir un monopole. C'est-à-dire que les entreprises vont se dire, ah, comme les clients n'achètent plus nos produits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le voisin pour vendre plus. Et comme on achète le voisin, on a une position monopolistique. Plutôt que de jouer sur les quantités, on va jouer sur les prix. Et c'est comme ça que vous avez un iPhone qui coûte 2000 balles. Parce qu'à un moment, c'était le seul. Donc, plutôt que de jouer sur les quantités, et vous avez vu que la technique de Apple, qui était en monopole, c'est de dire, ah, nous lançons un nouveau produit, limité en quantité. C'est beau quand même. C'est qu'ils n'ont plus envie de produire en masse, mais ils sont en train de vous dire, par contre, vous allez payer cher. Comme ça, nous, on maintient une certaine croissance au niveau de la trésorerie. Parce que c'est la trésorerie qui prime dans les entreprises. Et puis, encore une fois, le marché commence à saturer parce que derrière l'entreprise qui est monopolistique, les clients lui disent ouais, c'est bien beau, mais au final, vous nous appauvrissez en termes d'offres. Vous nous offrez toujours le même produit, toujours le même service, mais nous, on a peut-être envie d'autre chose. À ce moment-là, l'entreprise va réfléchir différemment et va dire ah, là, on est effectivement à un niveau de saturation, on arrive à un seuil. Ce qu'on va faire, c'est que pour maintenir la trésor, on va travailler sur les coûts. Et donc, on va optimiser les coûts. Et ça, là, vous êtes en Europe, où on commence à rationaliser à outrance. Le deuxième point avec le monopole, vous avez sûrement reconnu les États-Unis.
Et vous voyez, je vous ai dit, on va parler un peu des différents pays et qu'est-ce qui fait que le désaccord et la grande surprise de nos dirigeants. C'est quand même assez fabuleux. C'est qu'en Europe, on a des dirigeants qui disent, ben voilà, nous, on doit optimiser les coûts. Donc, ce qu'on fait, c'est que les vaccins, on va les acheter au ras du marché. On va les acheter le moins cher possible, avec une entreprise qui, elle, a envie de vendre un maximum et d'avoir une position de monopolistique, donc à un prix max. Ce qui fait que les États-Unis ont compris, on dit, ben, nous, on va acheter très cher tout de suite, comme ça, on est les seuls à l'avoir, quitte à le revendre derrière. C'est quand même balèze. Et la Chine, eux, ils ont compris qu'ils devaient produire pour limiter les coûts. Et on se retrouve en Europe avec une problématique à dire, mais on ne comprend pas, on ne nous sert pas. Oui, parce que vous n'avez pas écouté le marché. Vous n'avez pas écouté le marché. Il fallait soit acheter plus cher, soit produire vous-même. Vous vous retrouvez avec 3 blocs qui ont 3 stratégies, 3 politiques complètement différentes qui vont être symptomatiques. Donc, on poursuit cette courbe et à la fin de la courbe, vous dites, mais puisque le marché ne veut plus acheter, puisque le marché a besoin de choses différentes, et puisqu'on est arrivé au bout du bout, parce que quand on a limité tous les coûts et que ben voilà, on n'a mis que des robots, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à ce moment-là où bien souvent les entreprises se retournent vers le marché et commencent à écouter ce qui se passe. Et vous avez un potentiel d'innovation à ce moment-là. Du moment où vous écoutez vos clients, vous avez un nouveau potentiel et vous repartez vers un niveau de stabilité. D'accord. En fait, notre produit, il est plus adapté, donc on doit faire différemment. Et vous voyez que si vous prenez pour les entreprises qui ont de la bouteille, si vous reprenez vos courbes de croissance et vos courbes de production, vous allez voir que c'est par palier. Vous avez travaillé par palier et qu'à chaque palier que vous avez pu franchir, c'est à chaque fois que vous avez été écouter votre environnement économique et social, à chaque fois que vous avez écouté vos clients, vos collaborateurs et vos fournisseurs. Chaque fois, c'est immanquable. L'innovation, elle passe par le constat d'un manque dans l'environnement. Et le constat passe par être vraiment en lien avec l'environnement. Et vous voyez que si vous avez envie d'inonder le marché, vous ne l'écoutez pas, parce que vous allez être axé sur la production. Si vous voulez être monopolistique, vous allez axer sur la fonction commerciale. Donc, vous n'écoutez toujours pas le marché parce que vous êtes déséquilibré, encore une fois. Et si vous travaillez sur les coûts, sur la fonction à faire interne au maximum, encore une fois, vous n'avez pas équilibré l'entreprise. Et c'est lorsque vous aurez équilibré que vous allez pouvoir dire, OK, on va travailler en partenariat, on va travailler avec ce qui est attendu dans notre environnement économique et social. Thierry, je vais reprendre le commentaire. En vous écoutant, je m'interroge sur l'équilibre à trouver dans les petites entreprises de personnes entre stabilité de la culture d'entreprise, qui ne soit pas soumise à l'humeur de l'entrepreneur, et l'agilité nécessaire pour trouver l'équilibre entre les 6 types sociaux de base. Et ben, là, pour les très petites entreprises, moi, ce que je propose, c'est de regarder avant tout la courbe de maturité et de dire, OK, est-ce que vous êtes au clair avec ce qu'attend le marché? Déjà ça. Ensuite, vous pouvez enrichir la dynamique sociale. Parce qu'une culture d'entreprise, elle n'est pas figée dans le temps. Ça va être selon le bon vouloir du dirigeant et surtout pour les petites structures. Si le dirigeant vous dit d'emblée, non, moi j'ai mon idée et ça va être comme ça, si c'est une force de conviction, probablement qu'il ne changera pas. Il devra prendre encore quelques fois les pieds dans le tapis pour se dire, ah, ouais, peut-être qu'effectivement, je dois faire différemment. Échouer, en tout cas se tromper, c'est un élément de maturité. Mais pour les très petites entreprises, ce qui est important, c'est, OK, est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous faites? Est-ce que vous avez un plan, un projet d'entreprise plutôt humble? Quand vous êtes une petite entreprise, la première idée, c'est d'être déjà connu dans votre environnement et de vérifier que ce que vous proposez est au bon tarif et adéquat avec ce qu'attend le marché. Si déjà vous avez ça et que vous commencez à grappiller des petites parts de marché, c'est une victoire. Mais chercher à changer la culture d'entreprise quand vous êtes au tout début d'activité ou dans une toute petite structure, ça va dépendre fortement du dirigeant. Donc, c'est plus le dirigeant qui aura à changer que l'entreprise elle-même. Donc, un stade de développement vous donne un mode de relation privilégié avec votre environnement.
vous voyez, moins l'entreprise est mature, plus elle va être comment dire, axée sur son fonctionnement interne. Et plus elle va être mature, plus elle va être portée vers l'environnement externe. Et de fait, en fonction des niveaux de maturité, vous aurez des méta-objectifs particuliers. Et c'est pourquoi, au tout début, je vous parlais de la RSE, de la QVT. Je travaille notamment sur les conditions de travail. Il est difficile pour des petites entreprises qui cherchent déjà à pérenniser leur activité de leur parler de QVT et de RSE. C'est même illusoire. Ils ont de l'énergie à mettre déjà en interne pour se structurer, pour commencer à démarrer, pour ensuite voir. Bien sûr, il ne s'agit pas de maltraiter ses collaborateurs, mais mettre toute l'énergie dans la QVT quand on n'est pas structuré, c'est complètement illusoire. Complètement illusoire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de la moquette, des baby-foot, parce que c'était une mode il y a encore 10 ans, et des éléments, changer la tapisserie. Si vous n'êtes pas structuré, si vous n'êtes pas au clair avec votre mode de fonctionnement, c'est plutôt aléatoire comme réussite de travailler sur la QVT et la RSE. Et la RSE, au sens noble du terme, c'est OK, qu'est-ce que l'environnement attend de moi pour que je lui serve, pour que je réponde à son besoin. Et quels sont les moyens que l'environnement me donne. Et là, vous voyez que la RSE, ça va même jusqu'à parler des ressources naturelles. Et dans les ressources naturelles, vous avez les ressources humaines. C'est important de calibrer, de comprendre quelles sont les ressources humaines. Par exemple, dans le BTP, on va avoir un problème dans les 20 ans à venir. Parce que depuis 20 ans, nous n'avons pas compris que le secteur du BTP est un secteur, au-delà d'être stratégique, c'est un secteur fondamental dans une nation. Si on n'a plus personne pour construire nos maisons ou pour les réparer, il va être difficile d'avoir un logement décent dans les années à venir. Donc, il est important pour notre environnement, pour notre gouvernement, par exemple, de dire « Oula, en fait, les personnes qui ont le plus de valeur actuellement dans notre pays, ce sont les soignants, ce sont les gens des BTP, et pas forcément les banquiers. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, voici les différentes dimensions qui sont les dimensions structurelles, fonctionnelles et de maturité, qui vont vous donner une idée de votre entreprise. Donc, en fonction de la maturité, soyez humble. Il n'y a pas de honte à dire moi, voilà, mon entreprise elle a besoin de vendre pour me développer. Mais ça doit avoir un objectif cohérent aussi avec ce qu'attend le marché. Vendre pour vendre, c'est du court-termiste. Court-termisme, et ça ne fonctionne pas, ça crée plus de dégâts qu'autre chose. En termes structurels, voyez votre entreprise sur les différentes fonctions et posez-vous cette question, mais à quel endroit est-ce que j'ai mis le plus de ressources? Est-ce que je n'ai pas voulu trop accélérer et puis est-ce que je n'ai pas abandonné un secteur qui fait que ça dysfonctionne et que mon activité est moins performante? Et dans le mode de fonctionnement, posez-vous aussi cette question, est-ce que ce que je le fais toujours de la même façon? Est-ce que c'est adéquat? Pour le moment, oui. Et dans ce cas, vous pouvez vous dire, je garde ça dans un coin de ma tête que ça serait pas mal de réfléchir à une future évolution. Parce qu'il est préférable de le faire quand le trend est positif que quand on est en chute libre. Plus facile de changer en période stable qu'en période trouble. C'est plus simple, bien plus simple. Donc la conclusion, c'est qu'une entreprise, c'est un système vivant. Vivant, donc évolutif. Système vivant qui est soumis à trois grands pôles, trois grandes dimensions qui sont la dimension psychologique, sociologique et économique. Et que vous observez qu'une entreprise, elle est performante. C'est la conclusion que j'ai, c'est là-dessus que je travaille avec les entreprises TPE et PME. C'est celle que je préfère. S'il y a un relatif équilibre structurel, il ne s'agit pas d'avoir tout au même niveau en fonction de vos besoins, en fonction du marché, vous allez voir que vous allez accélérer sur l'un ou sur l'autre. Vous allez disposer des ressources de façon différente. Mais est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que c'est équilibré par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous avez une certaine souplesse fonctionnelle?
C'est-à-dire cette aptitude dans votre entreprise de prendre les décisions de façon différente, ne serait-ce que ça. Est-ce que vos managers, est-ce que vous-même, vous êtes à même de prendre les problématiques de façon différente, de les appréhender de façon différente? Et enfin, est-ce que vous avez comme objectif de croître? Et vous voyez que je ne parle pas de croissance financière, je parle de croissance, mais en termes de maturité, et de franchir les paliers, étape après étape, et non pas dans une course effrénée à regarder la compétition avec le voisin. Si vous êtes au clair avec ce que vous faites, si vous répondez à un besoin de l'environnement que vous avez ciblé, vous avez votre avantage concurrentiel. Il est là, l'avantage concurrentiel. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Héloïse, est-ce que tu veux reprendre la main? Oui, Christophe, je voulais te remercier pour cette présentation très complète et je voulais tous et toutes vous remercier pour ces échanges très intéressants et j'espère vous retrouver pour une prochaine matinale. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Héloïse. Au revoir.